Tu as évolué dans ta pensée sur l'astrologie? Oh bah, je fluctue sans arrêt. Si on te demande aujourd'hui qu'est-ce que c'est l'astrologie, qu'est-ce qu'il faut en penser, qu'est-ce que tu dirais? En fait, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Enfin, j'ai une vague idée, mais si tu veux... Bon, on va prendre autrement. Qu'est-ce que ça représente? Quelle a été ton évolution par rapport à l'astrologie au cours des 10 dernières années? Tu as à un moment donné, tu es devenu assez passionné, je crois. Non, c'est-à-dire qu'évidemment, non, mais passionné, c'est au sens où... Ça t'a laissé une cause à défendre? Non, c'est un truc qui pose des questions, voilà, parce que, si tu veux, le destin, la liberté, bon, est-ce qu'on est déterminé ou non, mais effectivement, c'est intéressant comme problème, ça c'est vraiment... Ça, c'est un problème qui est de toute façon enrichissant d'avoir abordé cette question-là. Maintenant, pas n'importe quel domaine aussi, pas n'importe quel. Si on croit, est-ce qu'on est libre ou est-ce qu'on est déterminé, est-ce qu'on est conditionné, est-ce que l'astrologie est le seul, non, c'est pas le seul paramètre qui lie à la liberté? Pour toi, l'astrologie, c'est la clé du déterminisme ou la clé de notre liberté? Non, pas vraiment. Non, si tu veux, moi, si tu veux, je connaissais pas le sujet, donc je me suis intéressé au sujet, c'est tout, voilà. Puisque, voilà, bon. Est-ce que par le thème, on peut trouver quelque chose sur soi? Je sais que toi, tu n'es pas tellement pour le thème, mais bon, il faut l'avoir expérimenté pour pouvoir justement... Alors donc, toi, tu t'es... C'était intéressant pour moi d'assister à tes trucs, parce que comme on expérimentait, par exemple, concrètement, comment un thème peut être fait et même accepté par quelqu'un qui, alors qu'on a interverti... Ah oui, tu te souviens de cette histoire? Oui, non, puis c'est vrai que ça met en jeu la fiabilité du truc, parce que déjà, il faut supposer qu'il n'y ait pas de manipulation, voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ben oui, non, c'est un fait, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu comme le fait de toutes les... Comment on appelle ça, là, tu sais, bon, c'est un nom général pour toutes... Les Mancy? Non, attends. Tu sais, bon, Sherlock Holmes, là, par exemple, bon, il a cité à des séances de... Comment ça s'appelle? Spiritisme? Non, pas spiritisme, n'importe quelle méthode, tu vois, qui est comment on appelle? Divination? Non. Ah oui, la métapsychique. Oui, enfin, disons, c'est encore un autre nom. Tu vois, les sciences... Parapsychiques. Voilà, les phénomènes parapsychiques, là. Donc, de toute façon, voilà, donc en fait, c'est intéressant de voir comment ça se produit, voilà, c'est ça. Où est la part de suggestion, voilà. Où est la part d'autosuggestion? Moi, c'est ça que je me dis. Toi-même, tu t'es intéressé à ton propre thème? Tu l'as dressé? Oui, mais dressé, moi, comme j'y connais rien, si tu veux, c'est très facile, très facile, on peut se tromper en plus. Bon, tu arrives à dresser le thème astronomiquement, disons, parlant, voilà. Mais quant à l'interprétation, là, c'est autre chose, puisqu'il y a plusieurs... C'est presque infini, parce que l'interprétation, est-ce qu'on peut dire... Puisque plus t'en connais, plus tu as interprété mieux. Et donc, en fait... Donc, d'une certaine façon, est-ce que c'est de l'autosuggestion que tu pratiques? En explorant cette possibilité-là, de toute façon, tu apprends à te connaître, malgré tout. Et oui. Et donc, qu'elle soit fausse ou vraie, la méthode, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque bon, ben, tu t'explores en te disant, est-ce que j'aime bien ce caractère-là ou pas? Bon, tu es obligé de te dire, est-ce que j'ai ce complexe-là ou pas? Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai. De toute façon, bon, ben, c'est... pourquoi pas? Bon, bien sûr, il y a des paradoxes. De toute façon, tous les paradoxes, même des jumeaux, là, que Saint-Augustin, je crois que c'était pour lui, qui avait montré ça. Oui, mais en fait, bon, ben, c'est même pas une... Ça se discute de toute façon, ça. On ne peut pas vraiment dire que ça suffit à éliminer le... Puisqu'il y a d'autres causes, en somme. Voilà. Que ce n'est qu'une des... L'astrologie, sauf si elle est totalitaire, mais elle veut dire c'est une forme, c'est une approche. C'est pas du global. C'est pas ton destin avec un grand D, je veux dire. Il y a d'autres conditionnements. Oui, absolument. Donc, dont tu peux justement te rendre compte aussi à cette occasion. Voilà. Pour moi, tout ça, c'est une école d'apprendre à connaître les autres. C'est une bonne école d'apprendre à connaître les autres personnes aussi. De voir qu'il y a des différences. Je crois que c'est bien de ce point de vue-là, c'est-à-dire on n'a pas le même archétype, on n'a pas le même modèle. On est tous des hommes ou des femmes, mais je veux dire, bon, on n'est pas... Puis bon... Non, alors le problème que tu poses aussi avec son histoire, qui peut être lié à la religion juive antérieure, enfin disons religion... Monothéisme. Oui, enfin disons, oui, enfin, c'est passionnant de lire le Coran même de ce point de vue, parce que par rapport les étoiles,
il y a une sourate qui s'appelle l'étoile, l'autre qui s'appelle la lune, l'autre qui s'appelle Sirius. Il y a l'astronomie est présente dans le Coran, quoi. Et bon, chez les Juifs c'est pareil, puisque déterminer le jour du sabbat, enfin, ne serait-ce que pour le calendrier, quoi. Je veux dire, tu apprends énormément de choses au niveau du calendrier. De toute façon, ça, alors là, c'est éclairant, bon. Mais à ton avis, elle est née comment, elle est apparue comment, l'astrologie? C'est les hommes qui l'ont inventée. Je pense ils ont trouvé la clé des. Je sais pas. Je pense on voit quand même que toutes les civilisations en ont une. Oui, mais alors est-ce elles sont différentes d'ailleurs. Mais alors elles les ont inventées. Elles ont inventé chaque civilisation à son astrologie. À mon avis, en faisant de l'astronomie, ils ont fait en même temps de l'astrologie, une espèce de. Ils ont projeté en fait sur le ciel des complexes psychologiques ou autres de ce genre-là, quoi. Oui. Donc, le phénomène de projection, comment est-ce que tu... Et après, ça fait des repères, parce qu'après, bon, tu as des complexes que tu as projetés, et donc après, ben, s'ils se reproduisent, ben, tu les remets dans ce système-là. Je ne sais pas, enfin, est-ce que c'est fiable d'ailleurs, parce que... Enfin bon, c'est une forme de projection de la psychologie, en tout cas, et alors à la longue échelle, puisque de quelque part, il y a quand même un truc là, qui est intéressant. Alors, est-ce on peut utiliser une projection aussi? Parce qu'effectivement, oui. Donc ça va dans les deux sens. Là. Oui, non, l'autre fois, il y a eu une séance à la télé, là, il y avait deux astrologues. 31 décembre il y en avait deux, là, tu dois les connaître, ces deux-là. Quand tu te souviens de leur nom? Il y en avait... Oui, j'ai noté chez moi, j'ai écouté, c'est-à-dire sur Wikipédia, là, je crois que c'est pas quoi, c'était... Wikipédia. Oui, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, alors? Oui, ben là-dessus, bon, mon voisin, il a ça, donc j'ai assisté, il m'a fait projeter la séance. Avec le débat, il y avait un astronome aussi qui jouait le jeu du contraire. Donc on a eu non, mais bon, voilà. Non, mais il y avait un bon niveau parce que là, c'était quand même qu'elles avaient toutes fait 7 ans d'études sur l'astrologie. Donc c'était pas la cuisine habituelle. C'était deux femmes? Il y avait deux femmes, oui. Mais bon, elles avaient un certain niveau, quoi. Maintenant, bon, de toute façon, non, parce qu'elle parlait des... C'était un peu de l'astrologie mondiale à ta façon qu'elles employaient, parce qu'elle disait qu'il y avait deux gros complexes qui arrivaient dans la nature, là, qu'on allait... là, j'ai noté les deux complexes. Ça s'appelle des complexes, des conjonctions oui, enfin des oppositions de configurations. Oui, des configurations entre deux grosses planètes et deux autres grosses, là, voilà. Les planètes transsaturniennes, pas des planètes... Oui, enfin les planètes anciennes, enfin c'est pas... Non, anciennes, justement. Oui, non, lentes. Voilà. Les plus lentes, voilà. Donc ils sont un peu collectives, quoi, voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, je crois, il y avait Saturne, et puis... Uranus, probablement. Non, parce que Saturne, en fait, c'est un peu c'est un peu l'idée de se remettre en question, d'une certaine manière, de se rejuger un peu, enfin, grosso modo. Hein, c'est un retour sur soi, enfin, c'est un retour, une espèce de... Des fois, tu peux revivre ton passé en te jugeant toi-même par rapport aux conneries que tu as pu faire avant. Donc en fait, c'est te remettre en question en disant comment j'ai pu être aussi con. Oui, et donc ça peut provoquer aussi des phénomènes. La surculpabilité peut être dangereuse. Parce que si tu repasses à l'examen total, tu peux prendre finalement, au lieu de reconnaître que de toute façon tu as été pris. C'est vrai, mais enfin, on s'aperçoit bien qu'on est pris par des mouvements de masse, quoi. Ça, ne serait-ce que ça c'est passionnant aussi, parce que de les prévoir les mouvements de foule, quoi. À mon avis, si ça peut servir à ça, à prévoir les idéologies, enfin, être en avance sur elles, quoi. Oui, parce que la liberté ne se pose pas de la même manière au niveau individuel et au niveau collectif. Mais oui, voilà, parce qu'on est pris dans un... On voit bien que on est pris dans un... c'est un peu la différence entre l'approche de Freud et de Jung, déjà, de toute façon, si tu veux. En gros, ça recouperait vaguement des trucs comme ça entre Freud et Jung, puisque Jung s'intéresse à l'inconscient collectif, alors que Freud s'intéresse à l'inconscient individuel. Donc, effectivement, quand on est pris dans un mouvement de foule, et t'en fais partie, c'est comme un vol d'oiseaux. Les oiseaux, ils volent comme ça, mais le groupe d'oiseaux, il a un centre de gravité, il va vers... Tu peux très bien ne pas plonger sur les oiseaux, s'il y en a un qui va s'écraser sur le toit, toi tu peux peut-être éviter de t'écraser, mais en fait, si tout le groupe, tu le suis, enfin, t'en dépends, quoi. C'est ça qui est inquiétant, de se dire d'ailleurs à quel point on est aussi déterminé socialement. À mon avis, justement, on devrait arriver à trouver un coefficient
justement ne pas accepter ce déterminisme social aussi de manière absolue. À ce moment-là, tu serais les révolutions, tu n'y échapperais pas. La Commune de Paris, tu vas la faire. Tu feras toutes les révolutions, tu vas faire la prise de la Bastille. Il n'y aura pas moyen. Enfin, non, mais comme si, bon, sans arrêt, le choc. À ton avis, l'astrologie, elle est plus une philosophie de l'individu ou une philosophie du collectif, justement? À mon avis, non, mais en tout cas, si c'est collectif, il doit être modifié. C'est-à-dire que c'est comme si on avait tous une nouvelle dimension, donc qu'on ne serait pas justement que le lien soit pas aussi fort, si tu veux, socialement, même qu'il soit beaucoup plus, une dimension plus souple. Moi, je le vois comme ça. Un refus de dire, j'appartiens à telle couche sociale, je vais me battre pour celle-là, et on va se castagner. Là. Non, mais donc, comme le communautarisme, disons, voilà, j'appartiens à telle communauté, alors je prends parti à fond pour cette communauté, et puis alors l'autre il va faire pareil, donc c'est aveugle. Je pense qu'il y a une distanciation, et forcément de l'assouplissement. On voit les manifs en Algérie, là par exemple, j'ai acheté 3 journaux pour voir un peu les répercussions de Gaza, là par exemple, tu vois, là on voit des phénomènes de foule absolument ahurissants. Effectivement, que ce soit l'Assemblée algérienne, jusque dans le bled, tu vois, c'est fou. Mais en fait, bon, par l'étranger, on peut prendre conscience nous-mêmes, parce qu'en fait, on voit sa connerie chez les autres. Mais on a sûrement la même, quoi. C'est certain, c'est qu'on le voit, comme on n'est pas dans le même, comme moi je suis pas musulman, mais je vois mieux. Ni juif d'ailleurs. Comment? Tu n'es pas non plus juif? Si, un peu. Ah, quand même. Demi. Ah bon, d'accord. Ou un quart. Ah, d'accord. Mais parce que, est-ce que j'ai été circoncis? Si j'ai été circoncis, c'est mon grand-père qui l'aurait fait. Tu dois savoir si tu es circoncis ou pas, quand même. Mais, non. Ça se voit, qu'est-ce que tu veux voir? Ça se voit, il y a un truc qui a disparu. C'est quoi qui a disparu? Le prépuce. Oui, mais enfin, bon, je suppose si... Tu fais une phimosis que tu as une opération. Ah oui, d'accord, mais oui, d'accord. Je croyais que ton père était médecin, déjà. Oui. Non, mais moi, mon fils, il a subi la circoncision, mais par hygiène. Voilà. Mon fils aîné. Et qu'il a eu une phimosis, donc on l'a décaloté, et puis on l'a élargi, pour qu'il puisse, voilà, c'est tout. Alors moi, après, je sais pas, comme le prépuce, il remonte, tu le ressors, tu le redescends, donc ça, en quoi c'est une preuve véritable, il n'y a pas de... J'avais assisté avec Moïse, tu sais, lui, il revenait de Turquie, donc on avait été aux toilettes, il a vu, comment il était en position que je puisse voir son zizi, puisqu'on pissait sur les 2 trucs à côté, et tout d'un coup il s'est mis à parler de circoncision. Donc ça c'était bon, c'est un symptôme intéressant, c'est tout. Enfin bon, voilà, là, moi je me sens pas lié à ce point-là par la circoncision. Non, mais pour revenir à la question de l'appartenance, l'astrologie, elle nous parle, elle est faite pour nous parler des individus, par le thème astral, ou elle est faite pour nous parler de l'ordre du monde, des grands ensembles, des grands clivages? Mais l'intérêt, c'est qu'elle parle un petit peu des deux, quand même, parce que, bon, peut-être que c'est... Est-ce qu'elle nous relie à d'autres personnes, ou est-ce qu'elle nous isole dans notre spécificité? Même si elle nous relie au cosmos, de toute façon. Parce qu'on a l'impression que les astrologues parlent le collectif, du fait qu'on est tous reliés au même système, mais on les relie de façon chacun serait relié de façon totalement différente. Oui. Mais elle pourrait aussi nous parler du collectif, du destin collectif. Oui, mais justement, est-ce que le fait, comme disait Pascal, de savoir que la pierre elle tombe, mais elle ne sait pas qu'elle tombe, mais nous on sait qu'on tombe, donc on ne tombe plus, on peut mettre un parachute. Si le problème il est là, c'est ça, pour moi. Mais si les sociétés... Si les sociétés se sont dotées d'astrologie, c'est pourquoi faire? Ah mais ça c'est né comme ça. Pourquoi faire? Mais non, mais je crois pas qu'ils avaient un but. Je trouve que tout d'un coup, en découvrant l'univers, ils se sont découverts eux-mêmes. Il y a un problème comme ça entre sciences de la nature et sciences humaines. Je pense qu'il y a le simple fait de connaître mieux l'univers ensemble, puisque c'est quand même le monde, quoi. Hein, parce que les étoiles, c'est quand même le monde. Voilà.
Oui, enfin, non, mais le ciel, c'est quand même le monde qui est extérieur à la Terre. Enfin, en conscience, la Terre elle-même, là j'étais avec ma petite fille hier, on était dans un wagon, on ne savait pas combien il y avait de wagons dans une rame de métro. Oui. Mais comme on était à l'intérieur, il fallait qu'on regarde. Donc tu vois, on ne savait même pas si on était le premier, le deuxième ou le troisième rame de métro. Donc on a fini par comprendre combien il y en avait, mais par une observation en aveugle, on ne savait rien au début. Tu vois. Là, c'était vraiment intéressant. Ouais. Oui. C'est dans un métro? Oui, dans un métro. Donc vous saviez par exemple si vous étiez en tête de oui, voilà, mais en fait on était dans le troisième. Oui. Mais on ne savait pas si on était dans le deux. On savait qu'on n'était pas dans le premier parce qu'on aurait vu le. Oui. On ne savait pas, tu vois. On ne pouvait pas voir à ce point. Et en comptant les autres, on n'arrivait pas à savoir combien il y avait de wagons, même des autres, parce que ça va très vite. D'accord. Ça m'intéressait comme métaphore d'une observation faite. Oui, d'accord. En même temps, on découvre le monde, c'est-à-dire dans quelle galaxie on est, ou tu vois. Et en même temps, il y a une galaxie en face qui te croise, mais bon, t'as même pas le temps de la compter, parce que tu sais pas encore comment toi t'es constitué. Justement, parce que l'astrologie, elle nous permet de nous resituer dans le monde. Oui. L'astrologie nous permet de nous situer dans le monde. Oui. Ben, l'astronomie, en tout cas. Et à partir de là, je pense que forcément, tu réfléchis à partir du moment. Je sais pas, mais le fait de voir les planètes, moi, ça me fait changer. Si tu veux, le fait de. Bah, avant, je n'avais jamais vu Mars ou Vénus. Tu les vois les planètes, tu vas les voir où? De temps en temps, je me gourre, mais si tu veux. Tu les regardes avec un télescope ou non, je regarde à l'œil nu. Tu as appris des cours, tu as suivi un. Oui, enfin disons, j'étudie un peu les constellations. Moi, c'est vrai qu'à Paris, c'est très nul parce que le ciel est complètement couvert. Oui. Mais enfin, je veux. En Aquitaine, là, enfin, chez mes beaux-parents, là, le ciel est magnifique. Ouais, donc là, j'ai repéré quelques-unes. Bon, Mars, j'avais repéré, c'était pendant la canicule, tu vois, j'avais vu Mars. Et non, j'ai bien repéré, mais par contre, par les travaux de Kepler et tout ça, j'avais compris comment il avait calculé historiquement, en plus. Donc c'était intéressant. Parce que, oui, non, mais enfin bon, ça c'était un travail que j'avais fait un peu avec mon beau-frère, parce qu'il était intéressé aussi. Mais là, il y avait aussi, là, il y a Vénus, et puis bon, il y avait des, pour la fin de l'année, il y avait pas mal de conjonctions qui étaient intéressantes. Mais là, j'ai des vues de Montmartre, tu vois, voilà. Mais ça m'a appris à voir le site Paris comme un site astronomique global, en fait, un peu, si tu veux. C'est-à-dire voir l'horizon, enfin, donc, quelle est la précision, où est, concrètement, comment on regarde les points cardinaux, enfin, c'est très, selon l'endroit où tu te trouves, ça change beaucoup. C'est pour ça que c'est vraiment long à intégrer. Qu'est-ce que c'est un site? À partir du moment où il n'est pas ponctuel, si tu es sur l'hôtel de ville, ou si tu es sur les Galeries Lafayette, ou si tu es à Montmartre, tu ne vois pas la même chose. Donc, le nord de Paris, même le sud de Paris, déjà, on voit pas, ça ne se couche pas au même endroit, le soleil, il ne va pas se coucher au même endroit, selon l'endroit d'où tu le regardes. Alors, quelle est la différence entre la démarche astronomique et la démarche astrologique, justement? Ouais. Je pense que tu es obligé de te situer dans l'espace et dans le temps, effectivement, qu'astronomie, parce que, et la perspective que ça t'oblige à comprendre aussi, parce que ça c'est très important, finalement, de la vie quotidienne, enfin je veux dire dans la ville. L'astronomie déjà, ça implique une notion de perspective. Très, très. Tu es obligé vraiment, en fait, là en fait tu deviens dessinateur, presque automatiquement, si tu veux comprendre, si tu veux observer. Hein, donc ça t'oblige un peu d'aller vers le dessin scientifique, si on peut dire. Alors après, non, mais alors, niveau astrologique, si tu veux, ça, le simple fait d'avoir médité d'avoir fait ce travail-là, forcément, ça te met aussi, ça relativise beaucoup de choses. Parce que c'est que ton point de vue, et bon, tu sais que l'autre, il a un point de vue différent de toi. Alors, même pour se mettre d'accord sur un repérage, il faut déjà se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire, oui, de faire ce travail-là. C'est ce que Hegel, il parlait truc du point de vue, tu sais, le mystère du point de vue. Et, que Marx avait repris d'ailleurs à sa façon. Non, parce que lui, il disait, bon, ça c'est pour les histoires de lutte sociale, c'est-à-dire de savoir qui est au centre, quelle catégorie sociale est au centre de la société. Mais en fait, bon, comme on a chacun un point de vue, il n'y a pas de centre en somme. Si tu veux, puisque, en fait, on voit le monde de la position sociale aussi, et évidemment, il doit y avoir une relation, c'est tout. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des relations sur la manière dont un mec, s'il voit ça, tu vois, je veux dire, s'il ne fait partie d'une catégorie sociale, et comment il voit le global de la société,
ça doit correspondre, mais vu d'un point de vue complètement différent, même opposé des fois. Mais il doit y avoir quelque chose qui finalement convient aussi. Voilà. Là, c'est une analogie. Alors toi, justement, qui a doté d'une certaine culture philosophique, quels sont les rapports, historiquement, entre astrologie et philosophie? Quels sont les philosophes? Est-ce que des gens comme les grands philosophes grecs ont... Est-ce que tu as... Est-ce que tu veux nous dire la façon dont... Quelle était la place du cosmos pour les Grecs et pour les philosophes grecs, comme Platon et Aristote notamment? Oui, mais Aristote... Bon, c'est vrai que là, non mais Aristote, je le connais, on peut... C'est très long, parce que là j'ai encore découvert des trucs. Il parle de la galaxie, lui, en fait. Non mais, il s'intéresse à la galaxie, il a dit des choses... Il avait une notion, la Voie lactée, il interprétait déjà comme quelque chose d'une autre dimension. Donc, effectivement, comme étant les premiers gamins, ils ont observé mieux que les autres, parce qu'ils ont fait des hypothèses ils ont fait les plus grandes hypothèses tout de suite, en quelque sorte. Comme c'est un peu l'enfance de l'humanité, pour nous, du moins. Voilà. Donc ils ont un petit peu fait... Mais bon, ceci dit, ils n'avaient pas les moyens non plus de comprendre... Le raisonnement, ça l'a fait progresser certainement la géométrie. Pourquoi ils sont si forts? Pourquoi ils s'intéressent tant à la géométrie? Je pense que c'est quand même un rapport avec l'astronomie. Je ne crois pas qu'on puisse comprendre le développement de la géométrie grecque autrement. C'est pour résoudre des problèmes astronomiques, d'après moi. Enfin, la plupart du temps, d'ailleurs, même les maths modernes, c'est ça. Parce que seulement, ils ne nous le disent pas. Ils ne te disent pas que telle équation, c'était pour résoudre les planètes, là, avec Neptune, mais ils ont fait des travaux, là. Il y a des équations qui ont permis, justement, de résoudre... Bien sûr. À ce propos... Ils te le mettent jamais... Et ça, c'est qui est triste, c'est qu'ils séparent les maths de l'astronomie, souvent. Oui. Voilà. À ce propos, est-ce que tu fais partie de ces gens qui sont tout à fait fascinés par la découverte de nouvelles planètes? Et est-ce que pour l'astrologie, c'est nécessaire que l'astrologie, justement, s'intéresse à ces nouvelles découvertes astronomiques? Malgré tout, c'est intéressant de voir, mais enfin, je ne pense pas que ce soit... Non, mais là d'ailleurs, j'assistais quand même... Je me rappelle... Non, mais on peut... Tel astéroïde, je ne sais pas qui, c'est un petit caillou. Alors, effectivement... Des fois, un petit caillou, moi j'en ai reçu dans l'œil, là, justement, à vouloir remettre mon ampoule, donc il y avait une petite astéroïde qui descend. Non, mais si tu veux, un tout petit truc, un tout petit événement peut te faire crever. Oui. Donc, effectivement, ça c'est des mini-événements, voilà. Mais, moi j'avais appelé ça astéroïde, parce que c'était dans le plafond, c'est la lampe, que le mec, le maçon, le montage électrique était dégueulasse, tu vois. Complètement dégueulasse. Je pouvais me faire électrocuter par l'évier. Et la lampe, le truc en cuivre, il touchait la lampe qui était en métal. Tu vois. Je cherche une. C'était complètement dangereux. Et je m'étais fait une auto-prédiction que j'allais mourir comme le numéro 2 de Spandau. Là. Parce qu'il dans un texte fait par le pasteur, là, comme quoi ça peut être vraiment un livre, tu dis ça. J'ai lu ça, et comment ça peut t'imprégner, ça te fout la super trouille. Non, parce que ça m'a vraiment perdu dans l'inconscience. Parce que il y avait 4 pasteurs qui étaient à Spandau, côté français. Les pasteurs, c'est marrant parce qu'ils ont fait un accord avant que le mur de à Berlin, tu sais, il y avait les 4 partis. Et ils s'étaient mis d'accord pour que les pasteurs français s'occupent des nazis, des prisonniers nazis. Il y en avait 7. Et c'était leurs aumôniers. Alors on avait parlé de Gaston, il connaît la liste complète. Il y avait Donitz, etc. Bon, il y avait Rudolf Hess, donc le number 2, normalement. Et alors lui, d'après la fille d'un des pasteurs, parce qu'il y en a 4 qui en sont occupés, un des 4, elle a écrit un bouquin pour se soulager de tout ça, parce que c'était très dur à porter. Si elle n'avait pas écrit, je pense qu'elle serait devenue dingue. Donc, les confidences de son père par rapport aux prisonniers, tu vois. Et Rudolf Hess, son fils est néo-nazi encore, mais il l'a aidé à avoir des permissions, de pouvoir voir son fils, que sa femme puisse lui écrire, tu vois. Ils ont fait du courrier, ils ont adouci un peu son sort. Et ils lui serraient la main, alors c'était absolument interdit par les Russes, si tu serrais la main d'un nazi, t'étais... Parce qu'ils considéraient que c'était, malgré, quoique criminel, c'était un homme, il se voyait comme visiteur de prison, donc si tu veux, donc le tenir, voilà. Mais alors d'après elle, les Anglais l'auraient égorgé et électrocuté le jour de ça, où ils allaient soi-disant le libérer. Je dit qu'on aurait peut-être envisagé qu'il n'avait plus de raison de rester là.
Mais là, il l'aurait flingué comme ça, d'après la dame. D'accord. Non, mais donc, et là effectivement, tu vois comment cet événement-là, parce que moi j'ai un côté visiteur de prison. Non mais bon, j'avais un copain qui était visiteur de prison. Pour la bande Abadère, par exemple, moi je considérais qu'on ne fallait pas les tuer dans la tôle, tu vois. Et même en étant complètement contre leur méthode de terroriste et tout ça, t'as pas de faire justice toi-même à flinguer quelqu'un, voilà. Donc effectivement, là, même un nazi, pour moi, ça reste un homme. Je n'aimais pas le fait qu'il ne soit plus un homme, si tu veux. Il peut se repentir, il peut changer, il n'est pas à vie. Bon, ça c'est une opinion que beaucoup de monde n'a pas. Mais je me suis auto-puni d'avoir cette opinion. Si tu veux, oula, c'est mauvais. Donc, bref, c'est pour te dire, là, je ne sais pas comment tu peux relire. Effectivement, là j'ai mis mes connaissances astrologiques en jeu. C'est-à-dire, je me suis fait de l'autosuggestion grâce aux astéroïdes aussi, quoi, là, si tu veux. Parce que j'intervenais. Oui, enfin, justement, donc il y a un danger, là, dans Il l'autosuggestion. y a quand même une différence entre... Bon, par exemple, le soleil, on le voit, on perçoit sa puissance. Un caillou que tu reçois, on comprend que tu puisses le recevoir. Oui. Mais l'influence de Saturne ou de Pluton, elle semble être d'un autre ordre que celle du soleil ou celle d'un caillou qui te tombe sur la tête. Mais oui, là, parce que là, en fait, les météorites, il y en a quand même... on en reçoit sur la gueule, quoi. Oui, mais c'est pas la même chose que l'influence astrologique. Ah ben, non, d'accord, sauf que c'est un choc. Oui. Donc là, c'est la fin, hein, si tu le reçois. Oui, mais justement, c'est toute la différence entre l'astronomie et l'astrologie. C'est qu'en astronomie, on a des objets qui ont une réalité. On voit leur puissance, on voit leur énergie. Parler de l'influence du soleil, c'est pas la même chose que de parler de l'influence de Saturne, par exemple. Ah ben, oui, le soleil, c'est en même temps, comme c'est en même temps une étoile qui explose, sans arrêt. Et en même temps, le problème, il est là, c'est qu'il est massif et en même temps étoile. Donc il a une double fonction. Hein. Les étoiles ont quelque chose de plus vivant que les planètes, en fait, de manière générale. Ben, en somme, oui, parce que il y a des planètes, elles sont encore vivantes, certaines. Elles ont leur propre luminosité. Il y a le volcanisme sur certaines, d'autres, il n'y en a plus. Elles sont mortes. C'est des astres morts, il n'y a plus de vie. Oui. Donc ça, c'est bon. Ça c'est très moderne, ça, en fait. Pour toi, la planète, c'est quoi par rapport aux étoiles? C'est quoi? C'est une étoile morte? C'est quoi? C'est un morceau d'étoile? Ben non, pas toutes, parce qu'il y a des étoiles qui ont je sais plus, l'Europe, là, par exemple, c'est une planète, là. Autour de Jupiter, c'est un satellite. Oui, c'est un satellite de Jupiter. Je crois bien, oui. Mais oui, puisqu'il avait enlevé. C'est la vache qui avait enlevé. Non, mais en fait, là, c'est quoi? Mais elle est volcanique. Elle a des éruptions volcaniques. Et même. Donc en fait, toutes les planètes ne sont pas mortes. Non, la Lune, elle est morte. Mais elle s'est éteinte à un moment. Elle n'était pas morte avant. Oui, mais au départ, c'est quoi? Quelle est la théorie actuelle sur l'origine des planètes? Ah ben là, franchement, moi là, bon, là, ben, je suis très peu savant là. Moi, j'ai tellement peu cru aux théories, la lamarckienne, enfin pas Lamarck, là, comment il s'appelle, la placienne, disons. La place, moi, si tu veux, là, un peu comme je venais quand même un peu de la psychanalyse, donc je me disais, pour moi. C'est pas le même âge, quoi, si tu veux. Faire naître les planètes, c'est vraiment un autre... On est dans un autre temps, dans une autre échelle de temps, quoi. Donc effectivement, peut-être que là, même encore là sur le Big Bang, je suis très sceptique sur... Oui, non, merci. Non, mais là c'est pareil, là, je suis... D'ailleurs, lui-même, comment il s'appelle, l'un des mecs qui parle de ça, j'ai acheté son bouquin, c'est le Canadien, là. Lui-même, il dit « Patience dans l'azur », parce que... Hubble et compagnie, bon, ça apporte des trucs, mais il y a les trucs sur le machin cosmologique, là, je ne sais plus comment ils appellent ça. Là, je pense faut attendre. On ne sait pas, on est à la limite de la science et de la fiction, quoi. C'est la science qui n'est pas encore. Tant qu'il n'y a pas un consensus suffisant, les savants. Là, en fait, des fois, justement, le consensus des astronomes pour la science en train de se faire, quand ce ne sont que des hypothèses. Et il y en a plusieurs, donc on ne peut pas savoir encore sur quoi. Alors justement, tu disais que tu étais passé par la psychanalyse, alors est-ce que tu penses que l'astrologie peut servir aux psychanalystes? Ou est-ce qu'au contraire, ça peut au contraire casser son travail ou le perturber?
Moi, je pense que c'est complémentaire, plus qu'opposé. Je pense que c'est complémentaire. Qu'est-ce que ça apporte à un psychanalyste de connaître le thème de son patient, à ton avis? Qu'est-ce que ça pourrait lui apporter? Mais il y a un lien un peu direct, en fait. Parce que, là, ça, j'ai réfléchi ça justement pendant la fin de l'année. Il y a un rapport avec le complexe d'Oedipe et le... En fait, dans l'astrologie, il y a une espèce de complexe d'Oedipe qui est inscrit. Puisque la position des planètes, enfin, Soleil, Lune, Vénus, enfin, il y a bien un père, une mère, il y a bien un complexe. On voit que on peut, quelque part, entre les planètes rapides, là, le groupe des planètes rapides, il y a vraiment... Je pense que c'est un peu... Ça a relié avec le complexe d'Oedipe directement et à la tragédie grecque, quoi. Il y a un côté tragédie grecque, donc c'est inéluctable le complexe d'Oedipe, sauf si tu en prends conscience, parce que là tu vas pas tuer ton père. Mais quelque part, alors, selon la position, on peut dire que la position de départ des planètes, ben, ça correspond un peu à la manière dont ton complexe d'Oedipe est fabriqué. Alors, est-ce que la statistique vérifie ça? Voilà, ça, ce serait intéressant. Parce que est-ce que les études ont été faites pour vérifier si effectivement tel complexe d'Oedipe peut être lu est-ce que la personne qui a... Est-ce qu'il y a des liens entre la manière dont les planètes sont disposées et la position du complexe d'Oedipe? Parce que l'Oedipe, tu peux l'avoir de plusieurs façons. Voilà. Donc... Mais tu peux développer cette idée de rapport entre l'astrologie et les planètes rapides? C'est quoi? C'est le nom des planètes qui te fait dire ça? C'est la mythologie? Parce qu'effectivement, le point commun, c'est que Freud s'est amusé à donner des noms dans la mythologie. Elles sont complexes. C'est ça qui te... Non. Ben, c'est pas... Non, ça, c'est pas... Non. C'est-à-dire que le lien, non, c'est plutôt la façon dont le... C'est pas forcément... parce que Freud, il a peut-être dit ça sans prendre conscience de son truc. Parce que lui, il n'est pas astronome tellement, au départ. Non, mais il était mythologue, peut-être. Enfin, il a... Oui, mais justement, c'est peut-être un coup de peau, si tu veux. Que lui, il est tombé là-dessus. Mais... Ah, d'accord. Et non, mais là, je ne crois pas que ça soit que le freudisme puisse amener à ça. Hein. Parce que comme lui, il est en pleine mythologie grecque. Alors, mais dans la mythologie, il y a quand même déjà des complexes. Ces complexes la paternelle. Hein. La mythologie grecque, ils sont bien là, quand même. Voilà. Donc on les repère quand même par rapport au ciel. Hein. Non, ça peut. Je ne retire pas le lien non plus. Non, mais je pense quand même qu'il y a la position. Dans ton thème, mais il y a une position quand même, la position du soleil, pareil, et puis de la, enfin, soleil, lune, machin chose, et bien, les planètes rapides, bon, ça donne un peu une position du complexe d'Oedipe ou non. Ben, s'ils sont groupés tous les deux, ben, s'ils sont groupés dans le même signe, ça doit vouloir dire quelque chose, un peu comme Jean-Paul II, il y a les deux. Il a lune, il a le soleil et la lune dans le même signe, c'est papa et maman indissociables. Donc il y a quelque chose là, qu'on peut très bien... qui a un rapport... c'est la manière, une certaine typologie du complexe d'Oedipe, qui pourrait être... qu'on peut mettre en une espèce d'isomorphisme, quoi. Disons, on pourrait... Mais il faut la vérifier, parce que là, si tu veux, est-ce que ça correspond? Est-ce qu'ils se sont amusés à faire ça ou pas? Il faudrait bien définir, et puis mais je sais pas, est-ce que chez Barbeau, il n'y a pas une tentative un petit peu... Quand il fait le tour du zodiaque avec la psychanalyse aussi, lui, il fait bien un lien. Chez Barbeau, il y a un lien. Il a fait une association entre le zodiaque et la psychanalyse. Donc, il dit... Moi, j'ai pas lu tout son travail, donc je peux pas savoir comment il... Je manque d'études, là. Je sais pas comment il a fait le lien, voilà. À mon avis, quand on relit bien là, comment il s'appelle, Ptolémée, non? Mais dans Ptolémée, ben, ça fait penser à une tragédie grecque, effectivement, selon la position. Et alors, ça serait inéluctable, un peu comme une tragédie, voilà. Donc, selon que tu as les astres. Hein. Bon, c'est comme le coup là d'Hérode qui tue les enfants, mais c'est bien relié avec le complexe d'Oedipe aussi. Donc, je me disais, oui, j'ai vu le cabinet
de pédiatre qui s'appelait Hérode, il a dit il faut mieux éviter. Oui, mais enfin, ça c'est. Est-ce que. Comment. Oui, parce que là, on est effectivement. Moi, tu n'es deuxième d'une famille ou troisième. Pourquoi l'heure du jour intervient à ce point-là? Et ça, c'est l'histoire des planètes rapides. Voilà. On a des événements contingents, il y a des événements structurants, des événements qui sont plus contingents. Donc, qui sont des. Évidemment, si tu vois tuer ton père, je pense que ça doit faire quelque chose. Si le mec a vu tuer son père devant lui, je pense que ça lui fait un truc pour toute sa vie. Alors ça, est-ce que c'est dans les astres? Ça, j'en sais rien. Tu vois. Moi, je crois pas. Non, je pense qu'il peut y avoir des dispositions. Mais enfin, là, effectivement, c'est pas. Je pense qu'il faudrait une vérification statistique. Si tous les mecs qui ont la même disposition, si tu arrives à faire une typologie assez précise, et puis après faire les groupes là comme ils avaient fait avec ces Gauquins, je sais plus quoi, oui. Si tu arrives à vérifier qu'il n'y a aucune corrélation, alors là, ça veut dire qu'on est dans la fiction. Là, c'est une pure projection. Enfin, on veut à tout prix que ça soit vrai. Si tu veux, s'il n'y a pas de corrélation, s'il n'y a aucune corrélation. C'est qu'en fin de compte, on est à la fois. Il faudrait qu'on puisse à la fois. C'est ça, je crois que c'est une des difficultés, c'est qu'il faut qu'à la fois on soit différent des autres et à la fois qu'on soit repérable au sein d'un groupe particulier. Oui, oui. Donc à la fois on doit être relié à un groupe et à la fois être un individu spécifique. Mais par exemple, il y a quand même, chez les hommes, par exemple, il y a quand même des trucs. Bon, il y a le mec viril, le fils qui mène le train très dur à son père, qui lui fait la lutte permanente. Il cherche, bon, il a le dit positif, et puis il y a l'autre qui est soumis, qui est un peu homosexuel, qui est au contraire très conciliant, mais qui finalement a zigouillé d'une autre façon. Non mais je veux dire, mais c'est une typologie là quand même, il y en a assez plus. Hein, tu vois ce que je veux dire là? Ça peut se repérer peut-être avec Mars, c'est comme ça. Est-ce que c'est pas plutôt des choix existentiels qui sont faits dans le cadre de la famille, tout simplement, qui ne s'expliquent pas forcément par le thème astral? Mais oui, mais peut-être que pourquoi il n'y aurait pas en même temps puisque en somme, tu es presque déterminé. Ta position d'Hippienne, elle est presque déterminée dès le départ. Apparemment, c'est pas. Déterminée par quoi? Déterminée par le moment où tu nais. Parce qu'en fait, dans la famille, dans l'histoire de la famille, oui. Si tu es le deuxième ou le troisième, le deuxième, tu seras pas la même position que le troisième. Tout ça, même dans Goethe, quand il parle d'astrologie, oui. C'est parce qu'il se place par rapport à sa famille. Dans Goethe, il y a un truc intéressant quand même là-dessus. Il sait que tous les enfants sont morts avant. Il est rescapé de la famille. Donc il est complet qu'ils sont tous morts avant lui, et lui, le seul survivant. Il va gagner. Et il a toujours peur d'être remplacé par le suivant. Il a toujours peur qu'un autre qui lui va le zigouiller, il a ce truc-là, avec la paire de godasses, parce que ça, la paire de godasses, justement, il a acheté une paire de godasses sur son père. Là, comme les mecs qui jettent les godasses, là, par exemple, ça c'est, à bouche, ça veut dire, c'est, mec qui veut pas s'en aller du pouvoir. C'est un mec qui jette la paire de godasses, il veut toujours être le premier dans il balance au petit frère, au nouveau président qui va arriver, il balance une godasse dans la gueule. Ça, c'était quand même un truc intéressant aussi. Non, il y a des remarques là. Mais bon, je sais pas, il faudrait collecter. Ça a dû être fait, je sais pas. Mais je connais pas, moi, Enfin, en tout cas, tu as commencé la discussion à parler de la liberté. Alors pour toi, le problème de la liberté, c'est un problème que tu as abordé avant même d'aborder l'astrologie. Je veux dire, l'astrologie répond à ton questionnement sur la liberté. On a l'impression quelque part que tu ne veux pas être trop libre, en fin de compte. On a l'impression que tu voudrais que certaines choses aient déjà été déterminées, qui te déculpabiliseraient par certains côtés. Mais c'est un fait qu'on n'est pas libre. C'est-à-dire on devient libre peut-être. Non, on ne l'est pas au départ. Parce que tant que tu n'as pas découvert, justement, l'analyse c'est quoi? Elle te donne ce degré de liberté supplémentaire. Tandis qu'avant, tu es complètement. Tu vas réagir, à tel événement, presque. C'est plus fort que toi, comme on dit. Voilà, c'est l'expression. Oui. C'est plus fort que toi, tu auras une réaction
émotionnel, passionnel, parce que, voilà. Et ça, bon, alors... oui, vous m'avez mis... Est-ce que, par exemple, ça t'a permis de mieux comprendre ton couple, ta femme, Éléonore? Oui, est-ce que tu as fait le thème de cette personne? Non, j'ai pas vraiment... Est-ce que tu lui as donné... Non, parce que j'ai fait un peu son thème, mais j'ai pas creusé souvent. Parce que je suppose qu'elle n'a pas forcément dit la vérité un peu sur son thème, quoi. Si tu veux. Le problème, il est là, c'est qu'il y a déjà... Il n'y a pas forcément vérité. C'est pas sur la date de naissance, quand même. Oui, ou sur l'heure, oui. Oui. Non. Oui, non, mais bon, l'heure, c'est sa mère qui décide, c'est pas elle. Oui. Mais est-ce qu'elle a transcrit? Oui. Tu peux en parler aux beaux-parents, puisque tu les as vus. Oui, non, mais si tu veux, c'est vrai que... Bon, c'est possible, hein. Non, j'ai fait. Mais elle a Neptune, et puis la Vierge... oui, non, mais bon, la Neptune sur l'ascendant, mais ça, pour moi, je le vois comme hyper influençable par les événements sociaux. Par exemple, là, sur Gaza, elle tuerait pour Gaza. Les brigades internationales, c'est reparti. Ah oui, d'accord. Lénine, ça revient. Là, elle est à fond de calme. C'est-à-dire que après, elle s'aperçoit que c'est ridicule, mais dans un premier temps, elle réagit en résonance avec ça. Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est en tant que femme? Est-ce que par exemple tu as... Non, c'est elle. Non, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont comme ça. Non, elle, c'est elle. Même dans sa famille, elle est unique parce qu'elle est la fille de son père qui était brigadiste. Elle a fait des brigades internationales. Elle veut toujours m'embrigader, tout le temps en train de m'embrigader dans le mouvement révolutionnaire. Et sans arrêt, il faudrait que D'ailleurs, c'est ça, donner sa vie à la révolution, c'est ça. En fait, elle n'a pas de vie sexuelle, elle est pas à tout le monde. Elle est à tout le monde. Et si tu veux, elle a tous. Elle a personne, quoi. C'est la révolution qui compte. Donc, l'amour, c'est au service de la révolution. Si tu peux entraîner un mouvement qui arrive à attaquer le palais d'hiver rouge, quoi, ben, c'est formidable. En séduisant tous les mecs que tu peux au passage, ils ont allé tous là-bas, à l'avant, comme sur les barricades en 48, en avant de la croix. Oui, ben voilà, ça doit c'est. Ben là, il y a un côté chez elle, mais c'est spontané, mais après, ça ne dure pas. Quoi, voilà. Dans les bons cas. Et ça se voit dans son thème, ça, c'est... Ben, c'est Neptune, pour moi, c'est Neptune à l'ascendant, quoi. Mais avec Vierge, qui est archi pas vierge, en fait. Hein. Non, mais qui est très scientifique en même temps, parce que la révolution, c'est hyper scientifique. Hein. Tout est calculé. Lutte de classe, et puis hop, après, alors, le commando, tout est minuté. Le particulier, il calibre tout. L'attaque, le jour J, il saisit tous les points faibles, il n'y a pas c'est toujours, il n'y a aucun cadeau à la bourgeoisie, sans arrêt, crac, il y aura le Parlement là, on peut attaquer sur ce point-là, après on va attaquer sur l'autre point, sans arrêt la guerre, quoi, si tu veux. Sans arrêt la guerre, mais là, bon, effectivement, non, mais bon, je sais pas si, non, mais moi, ça, je le vois, si tu veux, de Neptune, c'est-à-dire, Obama, c'est formidable, de toute façon, voilà, tout est formidable, tu vois, tout ce qui arrive, puisque c'est des blagues, donc n'importe quelle blague, même un con, des terroristes blagues, des petits tyrannosaures, en Afrique, il y en a pas partout, ou même Christophe, on a aux Antilles et Papadoc, peu importe, hein, blague, là, en avant, Neptune, tous les blagues, en avant, allez-y, passez. On va vous faire des cadeaux, je t'achète tout, tu me vends une merde, là, je l'achète. Non, mais parce qu'il est blague, il est formidable, là, laissez passer le blague. Même si c'est un con fini, une brute, un violeur, il va passer, quoi. Ça m'énerve, par exemple, là, tu vois, voilà. Elle est toujours dans le vent, voilà. Dans le vent de l'émancipation intégrale, comme s'il n'y avait rien du tout, comme s'il n'y avait rien à conserver, comme s'il y avait... Pour moi, je pense que dans le passé, il y a beaucoup de choses qui ont été inventées. Et la science ne se construit pas à coup de manif. Hein. Je crois justement que... bon, je crois pas que... Ça, ce qui empêche de travailler, finalement, pour moi, les mouvements de foule, quelque part. Je ne dis pas qu'ils ont aucune valeur, mais je veux dire, bon, il y a des trucs qui, effectivement, ils peuvent faire être avancés. Moi, je suis contre la peine de mort. Chaque fois qu'il y a des mesures qui sont prises comme ça, mais tous ces révolutionnaires, aucun ne prend la peine de mort. En Algérie, même, les plus révolutionnaires, ils discutent de savoir s'ils ne vont pas la rétablir, la peine de mort. Là. Puisque maintenant qu'ils vont avoir le pouvoir, ils ont l'impression qu'ils vont l'avoir,
se disent qu'ils pourraient avoir eux aussi le droit de tuer, enfin. Non mais légalement. Formidable. Donc si tu veux, ça laisse à désirer. Il y a des fatwas qui disent non, il faut peut-être encore le conserver. C'est utile. J'ai vu là, ils ont sorti. Il faut les manifs au Gaza, en même temps, ils font des fatwas pour conserver la peine de mort. Et que c'est tu vois, des trucs comme ça. Et ben là, oui, non, mais elle a toujours été pour la peine de mort. Elle est pour la peine de mort. Et pour la peine de mort, toute femme qui a été, qu'on lui est arrivé un truc, elle n'est pas la peine de mort. Oui. Il y a des trucs comme ça, si tu veux. C'est effarant, là, pour ça. Alors, avant, c'était au nom des Juifs, alors elle pouvait tuer tout le monde aussi, mais là c'est d'abord au nom des musulmans, au nom des Arabes, ou au nom de la révolution tout court, là. Au nom des Blacks, mais toujours il y a une cause pour pouvoir enfin tuer. Non, mais au niveau du principe, en fait, une certaine violence, quoi. Ils ont voilà, femmes battues, mon cul, comme si elles frappent, mais les femmes, c'est toujours les femmes qui normalement sont victimes. Non, mais elles sont victimes par définition. Si tu veux. Là, il y a des trucs qui ne vont pas, quoi. Non, mais c'est vrai. Donc, si tu veux, le couple... Oui, mais enfin, c'est juste cette histoire de Neptune, mais... C'est-à-dire le milieu... Tu vois, Victor Hugo, enfin, la mère, quoi, voilà. Elle arrive. Elle est mise sous pression par la foule. Voilà, cette espèce d'hypersensibilité, mais non, hein, peut-être je délire, mais ça me... On peut peut-être le relier quand même. Hein. Mais pour revenir à la question de l'homme et de la femme, est-ce que c'est une dialectique qui est signifiante pour l'astrologie? Ben moi j'ai Mars et Vénus en même temps, au même point quasiment. Et sur l'ascendant carrément, très près de l'ascendant. Et donc ça, effectivement, peut-être que c'est l'amour passionnel avec... je comprends qu'il y ait une ambivalence extrême dans mon rapport, parce que Mars, un peu... Il y a quand même violence et amour reliés, quoi. Je suis presque avec une opposée, quoi. C'est presque Roméo et Juliette, ouais, que j'ai dans mon histoire. C'est deux familles complètement qui n'ont pas du tout les mêmes idées. Alors de temps en temps ça marche, et puis de temps en temps... Alors est-ce que c'est relié, ça? On peut voir, hein. Peut-être qu'il y a une conjonction. Le fait que ça soit si proche, qu'ils sont quasiment au même point, quoi, et juste à l'ascendant, en plus. Donc, le côté martien, et Mars et Vénus, c'est complètement pratiquement au même point. Alors, non mais, il faudrait voir, j'ai une typologie là-dessus. Parce que ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Voilà. Et ça dépend des périodes, comment c'est vécu. Peut-être au contraire, ça peut être... ben, tu vois, est-ce qu'il y a une typologie là-dessus? Parce qu'il y a plusieurs... Ça dépend des autres carrés que tu as éventuellement. Qu'est-ce qu'il y a dans l'astrologie qui te paraît le plus discutable? Les prévisions. Les prévisions ponctuelles, le fait de vouloir prévoir des événements, parce que ça, je crois qu'ils n'y croient pas du tout. Je crois qu'on peut prévoir des événements comme tendance, c'est tout, éventuellement. Parce qu'on connaît telle personne, on connaît ses façons de réagir. Donc on peut prévoir que devant tel événement, ben, il réagira plutôt de cette façon-là que de cette... Voilà. C'est qu'à Gaza, forcément qu'elle va réagir de cette façon-là. Là, ça, je peux le savoir à l'avance. Moi, je suis horrifié parce que je veux pas avoir du sang sur les mains, mais en même temps, je veux pas. Je me dis, qu'est-ce qu'on ne nous dit pas tout. Si tu veux. Donc, je veux dire, on ne nous dit pas tout, et puis les autres, je ne sais pas tout. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Je ne connais pas vraiment, parce qu'il y a beaucoup de propagande, beaucoup de trucs. Donc, tandis que bon, ben, elle va la gober, voilà, ça sera bon. Donc il y a des trucs qu'on peut prévoir, tu vois, par rapport à tel événement. Tu peux savoir d'avance. Il y en a, il va de suite aller faire une manif. Voilà. Tu vois ce que je veux dire, Jacques, là. Tu vois un événement comme ça, le mec, telle personne, tu sais qu'il va faire une manif, telle autre, tu sais qu'il va réfléchir dans son bureau. Il va pas... Il va essayer de se calmer. Je regrette de t'endormir. Oui, non, mais c'est ça. Mais non, je pense qu'on ne peut pas prévoir, mais on peut dire, bon, il y a une forte probabilité que la personne se retrouve soit manifester, soit faire des graffitis, soit en tout cas acclamer. Enfin, il y aura un besoin de... Bon, soit, de toute façon, il pousse, c'est la télé qui fait ça. Il suffit de regarder la télé, puis la façon dont il te présente le truc, ben, tu réagis automatiquement, tu dis salaud.
presque tout le monde. Quand on présente, c'est la manière dont l'événement est présenté, il y a une réaction presque obligatoire, en somme. C'est là qu'on voit qu'on est déterminé. Donc, sauf si tu as étudié la manière dont on présente des nouvelles, qui peut provoquer justement un choc, ou au contraire, tout dépend de la façon dont on présente la nouvelle. Je pense que ça c'est très important, parce que même la même nouvelle présentée, il y en a, elles sont présentées pour faire un choc, pour faire une manif, quoi. Pour faire descendre les gens dans la rue. Donc ça, ils le savent très bien, parce que là, quand il y a eu la gare du Nord qui avait été saccagée, mais la manière dont ils avaient présenté, je ne sais plus, tel ou tel événement avant, ils sont tous descendus comme un seul homme, saccager la gare. Et ça, donc en fait, là, bon, bien sûr. Alors, sauf le mec qui a une distanciation complète vis-à-vis de ça, il s'est dit, non mais là par exemple, moi je regardais j'étudiais l'opéra et je cherchais l'alignement entre la Galerie Lafayette et Saint-Augustin, voilà. Et c'était un soir, et je voulais voir les lumières. Mais si j'avais été vérifié les lumières, je me retrouvais en pleine manif, contre palestinienne. Et alors que moi, c'était simplement, ce que j'étais en train de chercher, c'était un alignement de perspective. Et il fallait descendre pour voir à quoi correspondaient les lumières, tu vois. Voilà. J'allais me retrouver sur la place. C'est fou. Enfin voilà, non mais, je te fais des méditations comme ça, mais ça m'inquiète effectivement qu'il n'y ait pas de... Oui, donc en fait on est manipulable, puis... Mais la télé, c'est surtout ça. On pourrait dire que la télé est redoutable, parce que quand même, si t'as pas... que ce soit les journaux ou la télé, d'ailleurs ça revient au même, un titre, bon, mais l'émission, la radio-télé, là, ça a une influence considérable sur la tête des gens. Je pense que c'est... Enfin, pour les mouvements de foule, en tout cas, voilà. En rectifiant le truc... Tu as 13 rue des Trois Frères. Oui, c'est 13, voilà. Non, mais c'est le 15, c'est le code. Non, mais je pense qu'on peut Est-ce que tu as Internet maintenant? Tu as toujours pas Internet? Non, ça coûte trop cher. Trop cher? Ben oui, parce que si tu veux, peut-être que... Non, parce que mon fils, il a un ordinateur, mais il est feignant, là, il vient pas le monter. Il l'a monté, il l'a démonté, il l'a remonté, il l'a redémonté. Donc on pourrait avoir par Internet, mais bon, après peut-être que je pourrais me le payer. Et à Beaubourg, on ne peut pas consulter Internet? Il n'y a pas des postes? Oui, mais bon, Beaubourg, j'y vais pas rarement, parce qu'il y a une telle queue, quoi. Là, j'y étais le jour. C'est vrai, tu vas où alors? Non, chez toi? Oui, ou dans la bibliothèque municipale? Je vais dans une bibliothèque municipale, j'emprunte des bouquins que je rends. C'est ça. Parce que là, eux, ils ont mis au point un système de raquettes, si tu veux, c'est le retard. Oui, ça peut coûter très cher. Hein. Ah, mais là, attention, là, ça devient... Trésor public, hein, 15 €. Mais pire que ça, c'est incroyable. Tu te retrouves à le payer dans le Marais, un endroit spécial avec... C'est quasiment... Et puis, moi, comme je suis en arrêt bancaire, là, je dérouille complètement. Là, je le rempile, tu vois. Oui. Mais ça m'oblige à avoir toutes les... Voilà. Oui. Tu peux emprunter dans toutes les bibliothèques de Paris. Oui, ou alors je lis... Oui, non, mais c'est la même caisse. Oui, c'est ça. Oui. Ça veut dire que tu peux avoir 20 bouquins à la fois. Non, c'est 5. Non, parce que tu as la même carte. Non, mais tu peux aller dans ces deux bibliothèques. Ah non, si c'est pas arrivé. Ah non, je t'assure. Ah non, tu peux pas en prendre 5. Si. Non. Ah, mais je t'assure. Ils sont pas connectés? Non. Tu as le droit à 5 bouquins par bibliothèque. Alors toi, alors tu peux aller par exemple maintenant. 90 bouquins. On peut aller rue de la Gassière, là. Tu amènes ta carte, tu prends 5 bouquins. Non, mais... Je dis pas ça pour te tenter. Non, c'est vrai que j'avais été là, il y a le marché, là, j'avais été un moment... Ta carte est valable dans toutes les bibliothèques de Paris. Oui, mais... Mais tu peux en avoir jusqu'à 25. Ah bon? Au-delà de 25, il doit y avoir... Non, mais moi, surtout pas pour ça. Non, si tu veux, là, je préfère... Non. Bon, alors, oublie. Oui. Oui, mais là, bravo. Non. Là, j'en ai peut-être 1, 2, 3, 4 sur les 4 dehors, mais... Oui, mais toi, tu ne connaissais pas le système. Oui, non, mais je ne cherche pas, parce que alors là, déjà que j'ai des problèmes à savoir quel jour on est, tu vois, exactement. Et tu vas plus à Beaubourg non plus? Le moins possible. Non, à Tolbiac. À l'époque, tu travaillais au département de sciences de Tolbiac. Tolbiac... oui, mais là, c'était... Oui, mais quand je faisais le CAPES, là, après... Ça, non, mais là, récemment encore, tu es allé à Tolbiac. Non. À Mitterrand, oui, j'y vais plus parce que c'est payant. Ah oui. Alors, c'est 200 € par an. Oui. Non, là, c'est trop. Mm. Non, puis des fois ils sont pénibles, là, si tu veux.
là-bas, le personnel est des fois pénible. Oui. Voilà. C'est ça le truc. Parce que j'étais aux archives, par contre. Ah oui? Parce que j'avais une trouille bleue des archives. Pour chercher des trucs... Non, il y a eu une journée porte ouverte. Ah oui, bien sûr. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce qu'il y avait une dame très charmante qui était très, très douce, et m'a permis, parce que j'avais une trouille bleue des archives. Ouh, je sais pas, ça vient de la guerre, la collaboration. Là. Tu vois, voilà, ça c'est le truc on ne sait jamais qui est ton père, tu vois, voilà. Parce que, alors, pour revenir à la hostile à l'astrologie, quels sont les arguments qui reviennent contre l'astrologie? C'est toujours le coup du double zodiaque, par exemple. Ah oui, oui. Le double zodiaque, c'est capital, parce que là, en fait, la vision et puis il y a ce décalage-là, c'est-à-dire par la naissance, en somme, c'est la naissance de l'astronomie, et puis quand les planètes ont été nommées à un moment, donc c'est le début du monde occidental en tout cas, bon. C'est le début, et puis après, il y a ce décalage, effectivement, là, qui fait que la vision ne correspond plus à donc les constellations visuelles et les constellations... Oui, ça c'est très dur. C'est très dur parce que... Enfin, c'est toujours l'astrologie indienne où... Voilà, c'est ça. On retombe sur le... C'est très dur ce décalage-là. Parce qu'au total, elles sont plus placées... Donc ça tue le symbolisme des formes, quoi, disons. Et en même temps, bon... De toute façon, on est bien obligé d'avoir les deux. On est bien obligé d'avoir les deux repères. Donc ça crée un dualisme, en tout cas, de toute façon. Oui, mais ça fait un décalage, parce qu'en fait, finalement, le temps existe, on montre que le temps existe, puisqu'on a pris les repères, et puis maintenant, le repère, il est décalé, voilà, c'est tout. C'est normal, puisqu'on est plus vieux. Ouais. Le repère, il n'était pas... il n'est pas si bien fait qu'il n'était pas parfait, donc il est décalé. Et ça doit vouloir dire quelque chose aussi, que justement, on doit tenir compte de tous ces décalages. Hein. De toute façon, si on cherche une précision à la con, on va arriver sur les calendriers qui n'étaient pas les mêmes, avec les semaines qui manquent. Donc c'est pas une science exacte quand même, là. C'est pour ça qu'il y a des trucs. Puisqu'il a été remis à jour, le calendrier, tu vois, plusieurs fois. Et on s'en sert quand même comme repérage pour les jours et les comptes, le décompte. Donc il y a des cycles qui est... D'accord, on se remet d'accord avec le ciel réel, mais bon, voilà, c'est très dur. Il y a les moments de remise. Hein, toi même, tu étais spécialiste de la truc. De quoi? Écoute, les dates, puisque le calendrier il a changé à un moment, il y a une semaine qui a disparu. Là, oui. Au XVIe siècle. 1582, oui. Oui, donc là, effectivement, la remise à jour, la remise des pendules à l'heure, et ça, au niveau de la prévision, tu es dans le premier décan, tout d'un coup, tu es dans le troisième, ou je sais pas quoi. Donc, qu'est-ce que c'est que ces décans-là? Il faut les compter comment? À la méthode recalée, ou à la méthode ancienne? De toute façon, ce qui est assez troublant, j'en parlais encore récemment, c'est que on a d'un côté une astrologie saisonnière, qui calcule d'après le soleil qui entre le bélier correspondant à l'équinoxe de printemps, voilà. Mais en même temps on a une division en 12 conjonctions solilunaires qui ne coïncident pas avec les saisons, voilà. qui ne correspondent pas au début du signe, qui correspondent encore moins au début du mois civil. Donc on a trois calendriers qui s'entrecroisent, le calendrier civil, le calendrier solaire, le calendrier lunaire. Ouais. Et donc l'astrologie, on dirait que c'est un mélange entre le calendrier saisonnier et le calendrier lunaire. Alors, en fait, évidemment, ça c'est de l'astronomie, tous ces cycles, ils existent bien. Et il y a bien les saisons, c'est dû à l'inclinaison de la Terre, finalement. Si la Terre était verticale, il n'y aurait pas de saison. Hein. On est bien d'accord. Donc, si la Terre était exactement sur son axe... oui, c'est la fameuse histoire de 23. Oui, mais est-ce que c'est possible d'être complètement vertical, justement, à cause des équilibres, de machin chose, c'est sans doute improbable aussi. Oui, donc ce ne sont que des cycles astronomiques qui ne sont pas, comment dire, rationnels au sens mathématique du terme. Puis est irrationnel, ça je veux dire. Voilà. Non, mais la question, c'est pas tellement que tel ou tel cycle soit comme cela, c'est la combinaison qui fait problème. Mais, oui, parce qu'ils sont... On relie les différents cycles. Mais oui, mais ça c'est un problème effectivement de l'astronomie, puisque ces cycles-là, ils ne sont pas, comment dire,
il n'y a pas un nombre le mois n'est pas un nombre exact d'années, le jour n'est pas un nombre exact de mois, ni de la semaine. Enfin, disons que tout ça, ça s'emboîte que parce que l'homme va à tout prix les faire emboîter. Enfin, c'est lui qui met de l'ordre dans un truc qui est complètement. Non, mais bon, les Grecs là, ils avaient bien compris que racine de 2, ils avaient compris que c'était un nombre irrationnel, hein, que Pythagore a. Et les temples, ils sont construits pour être vus. Ils sont construits comme ça pour être vus droit. Donc, ils sont tenus compte aussi les temples grecs sont construits comme ça pour que tu les vois comme ça. Donc ils avaient quand même des trucs qu'ils avaient déjà mis au point. Oui, bon, c'est l'homme qui met l'ordre dans le chaos de l'univers, ensemble, on va dire. Voilà, c'est que tous ces cycles-là, ils ne tombent pas juste. Donc en fait, c'est l'intérêt aussi, cette complexité. Ils n'ont pas fait. C'est pas des maths, c'est pas 1, 2, 3, les nombres entiers. C'est nous qui avons besoin peut-être des nombres entiers, mais la nature, elle s'en fout. Hein. Non, exactement. Oui, donc on peut dire que l'astrologie est une création de l'homme, c'est pas une réalité de la nature. Ben, l'astronomie même, c'est déjà. Mais la science, c'est un filet jeté sur l'univers. Ah oui. Mais il est toujours imparfait. Et on essaye de l'attraper. Mais en fait, on s'aperçoit bien que des fois, ça marche pas. Hein. C'est là qu'on découvre un nouveau domaine. Mais bon, je sais pas, la science est en pleine évolution tout le temps. Quoique tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle a vérifié reste vrai, d'une certaine façon. Voilà. Moi, je ne crois pas à la dialectique hegelienne du contradiction, blablabla. Je pense que tout reste vrai, mais simplement son domaine s'étend, où on dit où on met des modulateurs, mais toutes les vérités qui ont été acquises par l'observation raisonnée et puis acceptable par plusieurs, ben ça reste vrai tout le temps. Mais le phénomène, simplement, il sera pris dans une autre. Il sera vrai que sous certaines conditions, c'est tout, mais il reste toujours vrai. C'était acquis. Il n'y a pas de vérité qui devient une erreur comme dans la sophistique marxienne. L'homme ne peut pas changer. Il change pas. C'est dans la façon dont il construit les hypothèses, peut-être qu'il essaie effectivement de s'opposer, puisque celle-là, ben, tu t'opposes, mais bon. Vous savez que. Il y a certainement une part de vrai psychologique dans la thèse, antithèse-synthèse, mais ce n'est pas une vérité. La science ne se développe pas comme ça, quoi, je veux dire. Je vais préparer un peu de. Ah oui, voilà. Oui, c'est donc.